Vaïd, tu as parlé tout à l'heure de la diode de jonction, mais tu as parlé aussi d'une diode Zener. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, la diode de Zener, premièrement, il faut qu'on comprenne c'est quoi le symbole. Il faut se rappeler que c'est une diode qui est fabriquée spécifiquement avec plus d'impuretés au niveau des semi-conducteurs pour pouvoir réduire la tension en inverse à une tension contrôlée qu'on appelle la tension de Zener. La tension Zener pour une diode de jonction, elle est de l'ordre de combien? Ça dépend des diodes, ça peut être 50 volts, ça peut être 100 volts, ça peut être 200 volts. Donc, ça dépend du manufacturier qui a fabriqué la diode à jonction. D'accord. Là, le symbole, si on regarde le symbole, on remarque que en polarisation directe, la diode va agir comme une diode régulière. Donc, il y a l'anode et la cathode. Mais vous voyez ici, le symbole est un peu différent pour la diode de Zener. Cela veut dire que la diode peut faire circuler un courant dans le sens inverse de la flèche. C'est-à-dire, lorsque on est dans la zone de Zener, le courant va circuler de la cathode vers l'anode. C'est une très grande différence par rapport à la diode à jonction. Mais lorsqu'on est en polarisation directe, ça va fonctionner comme une diode à jonction. Donc là, on le voit. Hein. Il y a la forme exponentielle ici en polarisation directe. En polarisation inverse ici, il n'y a pas de courant comme une diode régulière. Donc, dès qu'on va dépasser la zone de Zener, le courant va circuler dans le sens inverse de la cathode vers l'anode. Donc, ici, comme d'habitude, on va approximer la diode de Zener au lieu de prendre une forme qui est vraiment non linéaire. Donc, il y a deux approximations, première approximation et deuxième approximation. Donc, on commence par la diode réelle. La première approximation, principalement, on va regarder dans la zone de Zener et dans la zone de polarisation inverse. La première approximation ici, c'est cette approximation où on va faire tendre cette pente qui représente une certaine résistance. Comme vous le voyez ici, on a fait un zooming. On va tendre vers, à un moment donné, que la pente va être infinie. Alors que si on a une pente, ça c'est le modèle qu'on appelle la deuxième approximation. C'est ça. Et si on regarde par exemple les spécifications du manufacturier pour une diode réelle, il nous donne l'information sur un courant minimal. Donc c'est ce courant-là, à partir de ce courant-là qu'on peut dire que la diode commence à fonctionner comme une diode de Zener. Le passage de la zone de polarisation inverse en conduction de Zener. Le manufacturier va nous donner un courant IZ max qu'on ne doit pas dépasser, sinon la diode va brûler. Plus, il va nous donner un courant de test avec une tension de Zener, qui est la tension qu'on mesure, la tension de Zener. En plus, il va nous donner l'information sur cette pente, il va nous donner la résistance à ce point-là, pour qu'on puisse calculer la pente. C'est l'inverse de cette résistance 1 sur RZ. D'accord. Donc la valeur de la tension Zener annoncée, c'est VZ qui se trouve au milieu. Exact. Mais la diode, réellement, elle travaille autour de cette tension VZ. Donc si on prend le modèle deuxième approximation, donc la diode est représentée par une source de tension VZ. Et le plus est sur la cathode, le moins est sur l'anode. Dans le cas d'une diode régulière, la jonction, le plus est sur l'anode et le moins sur la cathode, on représentait par 0,7 volts. C'est ça. Ici, on représente par la tension de Zener VZ0 qui peut être 5 volts, 6 volts, etc. Et la résistance de Zener, c'est la pente. Ça c'est en conduction. Lorsqu'on est dans la zone inverse, polarisation inverse, c'est un circuit ouvert. La première approximation, dans la zone qu'on appelle dans la zone de polarisation inverse, c'est un circuit ouvert. Dans la zone de Zener, ça va être représenté par une source de tension VZ. Donc, première approximation, deuxième approximation. Là, on a un autre type de diode. Ah bon? La LED. D'autres, oui. Ah oui, c'est des diodes qui sont de plus en plus utilisées. On en entend parler un peu dans pas mal d'applications. Dans l'éclairage des voitures, des domiciles, etc. Qu'est-ce qu'ils font, ça? Bon, premièrement, la durée de vie de ces diodes est très très grande. Donc, ces diodes-là ne sont pas tellement chères, mais comparativement. Et puis, on peut avoir de la lumière, la couleur qu'on veut, juste en changeant le matériau qui est utilisé. Par exemple, si je prends le symbole, donc c'est le symbole de la diode, plus il y a des flèches pour nous dire qu'il y a de la lumière qui est émise. Et puis la diode, ça c'est une sorte d'empaquetage, donc l'anode et la cathode comme d'habitude. Donc vous voyez qu'il y a différents types de diodes, différentes grandeurs. Là, on vous montre la dimension de la diode qu'on peut acheter, la taille. Il y a un lien ici qu'on peut voir différentes grandeurs. Ici, un autre exemple d'une diode où on peut mettre plusieurs diodes ensemble
et on vous donne la luminescence ici, le 160 lumens, le courant qui est absorbé par ces diodes. Et puis la durée de vie. Hein. Oui. Vous voyez que c'est une grande durée de vie. Le fonctionnement est simple, c'est que lorsqu'on va faire passer un courant, il y aura une recombinaison entre les électrons libres et les trous. Et dès qu'il y aura une recombinaison, il va y avoir soit un effet thermique ou bien un effet de lumière. Dans ce cas-là, les matériaux qui sont utilisés sont de telle sorte que cette recombinaison va nous donner une certaine rayonnement. Ce rayonnement, ça va être une couleur bien définie. Donc, vous voyez la caractéristique de la diode, c'est une forme qui est exponentielle aussi, mais la barrière de potentiel est beaucoup plus grande parce que ça va dépendre du matériau qui est utilisé, l'arsenure de gallium, ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'à quelle valeur après? Parce que là, on a vu germanium 0,3, silicium 0,7 à peu près. Oui, ici on voit 1,7 à peu près. 1,7, oui, c'est ça. Ça peut aller à 2, 3, 4 volts, dépendamment du matériau. Donc, par exemple, ici, si on regarde différentes couleurs, on peut voir ici des 3 volts à peu près comme barrière de potentiel pour pouvoir surmonter cette barrière. Donc, le désavantage, c'est qu'on a besoin de cette tension pour pouvoir activer la diode. Sinon, si on n'a pas, par exemple, 3 volts, on ne peut pas activer la diode pour obtenir cette couleur. Là, bon, il y a des informations sur les types de LED. Maintenant, il y a d'autres types de diodes aussi en pratique. Hein. Donc, on a parlé des diodes de redressement, les diodes d'adjonction. On a parlé un petit peu des diodes de Zener, juste les modèles. On a parlé des LED. En anglais, c'est Light Emitting Diode. En français, c'est DEL, diode électroluminescente. Maintenant, il y a d'autres types de diodes, comme les diodes de Schottky, photodiodes. Les diodes GaN, impact et tunnel, ce sont des diodes qui représentent une certaine résistance négative, qui sont utilisées pour former des oscillateurs. Mais les photodiodes sont des diodes un peu l'opposé de LED. Oui, c'est ça. Donc, dès qu'il y a le soleil, un éclairage, il va y avoir un courant qui va circuler dans ces diodes, comme les panneaux solaires aussi, principalement. Donc, si on regarde rapidement les diodes GaN, dans cette zone-là, vous voyez que lorsqu'on augmente la tension, il faut que le courant augmente pour avoir une résistance positive. Dans cette région-là, on augmente la tension, le courant diminue. Donc, c'est un effet négatif, de résistance négative. Si on arrive à travailler dans cette zone-là de la diode, donc on peut utiliser cette diode comme étant une résistance négative, qu'on utilise le plus souvent dans les oscillateurs, surtout à très haute fréquence. Donc là, on va passer à l'identification des diodes. Comment on peut identifier la diode? On ne peut pas aller chez Ronin ou bien dans un magasin comme Active et leur demander « j'ai besoin d'une diode de 1 ampère ou bien d'une diode de Zener de 5,1 volts ». Le type ne va pas comprendre. Il faut donner un numéro, une identification. Normalement, l'identification commence par un N avec quelques chiffres, 3 ou bien 4 chiffres. Et là, à partir de ces identifications, on peut regarder les spécifications de ces diodes. Il y a une fiche technique. Dans la fiche technique, on va voir les courants, les maximums, les minimums, les limites, ainsi de suite. C'est justement donc ces références-là qui manquaient sur les diodes de Marlene. Oui, Marlene a demandé notre aide à cause de retrouver les caractéristiques par les mesures pour essayer d'identifier. Radi, on vient de voir pas mal de choses sur les diodes à jonction, les diodes de Zener et les LED, mais on n'a pas vraiment montré des exemples sur les diodes de Zener. Hein. Donc, je pense qu'on devrait parler un petit peu des diodes de Zener. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être il serait bon de voir une autre définition qui est très, très importante, c'est la caractéristique de transfert. Peut-être tu peux nous faire une petite introduction au niveau, parce que je sais que tu es dans les commandes, donc au niveau de 2 portes, un amplificateur, comment tu peux... C'est toujours le même souci quand on a un circuit ou un élément, on veut toujours le considérer dans son fonctionnement comme il reçoit une entrée et qu'il nous donne une sortie. Comme un quadripôle. Oui. Et ce qui est important, c'est de pouvoir caractériser ce bloc-là comme un bloc qui transfère un signal et le transforme sous une autre forme. Donc, que ce soit électrique ou maintenant, d'une manière générale, les systèmes, on les caractérise par ce qu'on appelle une fonction de transfert. Et là, pour les diodes, donc, je vois que c'est la caractéristique de transfert, ça doit être ça. La caractéristique de transfert est simple. Hein. On veut savoir une relation à la sortie en fonction de la relation à l'entrée. C'est-à-dire, je prends un exemple, j'aimerais savoir, par exemple,
la caractéristique de sortie d'un amplificateur. Donc, je représente la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Ça peut être un courant, ça peut être une tension, peu importe. On peut représenter une tension d'entrée en fonction d'un courant d'entrée, mais c'est toujours une caractéristique de transfert. L'avantage, c'est que le temps n'intervient pas. C'est ça. Ça, c'est très important. Donc, l'entrée peut être un sinus, une onde carrée, une onde triangulaire, peu importe. À partir de la caractéristique de transfert, on peut facilement dessiner la caractéristique du temps, la tension de sortie en fonction du temps. Alors, comme il y a le temps qui est supprimé là-dedans, il faut faire attention que cette caractéristique est valable jusqu'à une certaine limite de fréquence. Parce que j'imagine que lorsque la fréquence monte, les caractéristiques changent fondamentalement. Là, avant de commencer à aller sur l'autre module, j'aimerais faire un petit résumé ou bien une petite introduction, si tu veux. Où est-ce qu'on utilise ces diodes qu'on vient de voir? Par exemple, si on regarde les redresseurs, c'est comme pour pouvoir alimenter ou bien pour pouvoir charger un cellulaire, par exemple, un téléphone cellulaire. Donc, on a besoin de chargeur. Donc, le chargeur, c'est quoi son rôle? C'est de redresser le signal. Donc, on a un signal sinusoïdal de 120 volts. On utilise un transformateur pour pouvoir baisser un petit peu la tension à la sortie. Puis, ça, c'est le signal à la sortie du transformateur. On va utiliser un redresseur, c'est-à-dire des diodes à jonction, pour avoir un signal qui a cette forme-là, par exemple. Donc, ici, ce signal a une composante d'essai. Donc ici, on n'avait pas de composante d'essai. Ici, on a une composante d'essai plus une certaine ondulation. Donc, pour pouvoir éliminer l'ondulation ou bien minimiser l'ondulation, on va utiliser un filtrage, un filtre, qui peut être un condensateur simple, pour obtenir une tension qui est presque continue, pour charger notre cellulaire. Mais on peut aussi ajouter un régulateur de tension à la sortie ici, à l'aide d'une diode de Zener. Ah oui, la diode Zener, elle fait bien ce rôle-là dans ce cas. Et elle permettrait peut-être d'obtenir un signal beaucoup plus proche d'un signal continu à ce moment-là. Ce qu'on va voir plus tard. Okay? Donc, parfait. À bientôt.